Merci, mon cher David. Bon, laissez-moi dire rapidement le plaisir d'être ici, à votre invitation, hein. Nous avons travaillé ensemble pendant près de 2 ans et demi à la Fondation Charles de Gaulle dans des conditions réellement excellentes. Et puis, le plaisir aussi d'être en Lorraine, où j'ai sévi à l'université, maintenant de Lorraine, et qui était de Nancy, pendant 6 ans, de 90 à 96, ce qui ne nous rajeunit pas. Bon. Dans une lettre à son père, en date du 30 juillet 1903, Abel Ferry écrit « Pourquoi tous mes ancêtres m'ont-ils fait un nom si grand qu'il me fasse me surpasser moi-même pour le tenir dignement ?» Ce qui fait penser à une phrase de Paul Claudel visant son ami Philippe Berthelot, autre cadet d'une grande famille républicaine, qui en 1914 est l'un des hommes forts du Quai d'Orsay. J'en parlerai dans la seconde communication que j'ai en charge. Paul Claudel parle, à propos de son ami Berthelot, de la conscience et de la fierté d'un héritage splendide. Donc, Abel Ferry aime bien un héritier. Un héritier avec un nombre impressionnant de parents décédés ou en vie, comme son cousin Henri de Laporte, député des Deux-Sèvres, avec qui il siège pendant un certain temps, dans des groupes d'ailleurs tout à fait différents, puisqu'Henri de Laporte est socialiste à cette époque, donc décédé ou vivant. Alors, je vous ferai grâce ici de la généalogie politique d'Abel Ferry, qui par ailleurs est bien connue. Je rappellerai, en laissant de côté la parenté Rissler, hein, celle d'Eugène Ferry, l'épouse de Jules, donc une parenté qui n'est pas à proprement parler celle d'Abel Ferry, mais ça compte quand même d'une certaine manière. Donc, dans sa parenté propre, Abel Ferry est, j'en oublie, hein, fils, petit-fils, 2 fois, arrière-petit-fils, 2 fois, neveu, 2 fois, cousin de parlementaires. Alors, j'ai travaillé jadis sur les dynasties républicaines. Dans ma thèse, il y avait même un chapitre entier sur... ça sera un peu long, mon cher ami. Sur les dynasties républicaines que je n'ai pas publié parce que ma thèse s'est réorientée dans une direction un peu différente. Mais j'ai des dossiers et je peux faire quelques comparaisons. Je n'ai pas trouvé de cas totalement comparables, hein. Le cas le plus proche est sans doute celui du fils cadet du président Sadi Carnot, François Carnot, qui a été député de Seine-et-Oise. Les 2 hommes siègent d'ailleurs durant la législature 1910-1914 ensemble à la Chambre des députés, même si François Carnot siège dans un groupe situé nettement plus à droite que la gauche radicale d'Abel Ferry. François Carnot est fils, petit-fils, arrière-petit-fils, frère et cousin de parlementaires. C'est le seul cas qui puisse être vraiment comparé.
Donc Abel Ferry est bel et bien un héritier dans l'acception la plus forte du terme, ce qui veut dire héritier de tradition, héritier de fidélité personnelle. On voit bien que veille sur lui un certain nombre, je les qualifierais de parrains, même si ce terme parfois peut avoir une connotation, hélas, péjorative, d'anciens collaborateurs de Jules Ferry, en particulier Camille Ferdinand Dreyfus, hein, qui s'est beaucoup préoccupé de la formation du jeune Abel Ferry, héritier d'un terroir électoral et héritier dans une certaine mesure, même si là on rentre un peu dans le mystère des motivations personnelles, héritier d'une vocation. Alors, et cette communication sera centrée sur les apprentissages politiques, celle d'un cadet, et dans lequel la famille, le père et la veuve de Jules Ferry plaçaient de très grands espoirs. Mais je voudrais, avant de passer à cet aspect des choses, qui est mon propre terrain scientifique, en quelque sorte, je voudrais évoquer deux questions. La première question, c'est évidemment la notion controversée d'aristocratie républicaine. Un certain nombre d'historiens contestent l'usage de ce terme. Jean-Baptiste Durosel, par exemple, qui est un terme d'époque, hein. Je le dis tout de suite. D'autres auteurs, au contraire, et je partage ce point de vue, considèrent qu'on peut parler d'aristocratie républicaine, même s'il y a une légère ambiguïté, parce que cette aristocratie, le terme aristocratie évoque tout de suite la noblesse. Bon. Or, il ne s'agit pas de noblesse ici, même si certaines familles de cette aristocratie républicaine ont des connexions dans l'ancienne noblesse, ce qui est le cas d'ailleurs des Alain Target. Hein. Il y a les Desmousseaux de Givray qui sont dans la parenté. Ce n'est pas de la grande noblesse, mais c'est de la noblesse quand même. D'autres auteurs acceptent donc l'utilisation de cette expression. Le biographe de Philippe Berthelot, encore Philippe Berthelot, parle, dans des termes excellents, d'une aristocratie républicaine, vivier des grands serviteurs de l'État, qui fournit au régime des élites, veille sur ses dogmes et ses traditions. Alors, il est bien sûr difficile de distinguer et ces dynasties politiques que l'on peut ranger dans l'aristocratie républicaine, des simples dynasties de notables républicains. Il y en a beaucoup, en particulier dans le centre et dans le sud-ouest de la France, qui n'ont jamais accédé à cette notoriété. Donc la frontière est impossible à tracer. Mais nous avons quelques critères. Il y a 3 critères, me semble-t-il. Ici, Abel Ferry remplit les 3 cases. Une notoriété liée au nom, sur le plan local, mais aussi sur le plan national, sans oublier l'échelon régional. J'en parlerai à propos de Poincaré dans la seconde des communications. Bon. Et des relations complexes entre Poincaré et le jeune Abel Ferry.
mais qui sont très révélatrices. Ensuite, des alliances familiales diverses au sein même du monde politique, mais surtout, c'est là une originalité, une spécificité, au sein des autres élites, les élites administratives, les élites intellectuelles et, dans une certaine mesure, les élites du monde économique. Troisième caractéristique, des connexions d'ordre familial au sein même de l'élite républicaine qui font que les représentants, j'allais dire les rejetons, de cette aristocratie républicaine jouissent d'une sorte d'ubiquité électorale, c'est-à-dire ont des parents qui sont élus dans des secteurs géographiques très différents du territoire. Le fief des Laporte, c'est le centre-ouest. Le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. Amédée de Laporte et Henri de Laporte sont tous les deux députés des Deux-Sèvres, avec parfois, c'est net dans le cas des Carnot, des changements de circonscription du même individu. Un Carnot est élu successivement dans le fief de la Côte d'Or, et puis ultérieurement en Seine-et-Oise. Ce n'est pas François Carnot, mais c'est son frère aîné, Ernest Carnot. Bon. Donc, il y a bien là des critères, et on voit que Abel Ferry remplit ces trois critères. Il a des parents dans la magistrature, quelqu'un qui a terminé sa carrière comme conseiller à la Cour de cassation. Son père, après avoir été avocat, assez peu avocat, semble-t-il, mais je rappelle que Charles Ferry a été préfet pendant un certain temps, puis s'est consacré à des affaires, et je rappelle pour les élites intellectuelles que l'arrière-grand-père, l'un des arrière-grands-pères, Abel Villemain, a été membre de l'Académie française et un grand critique littéraire, aujourd'hui un peu oublié, des années 1830 et 1840. Donc Abel Ferry, de ce point de vue-là, est bien un membre de l'aristocratie républicaine, ainsi entendu. Le deuxième point que je voudrais brièvement évoquer, avant de passer à la question de l'apprentissage politique, mais ça opère une certaine transition, c'est la question des amitiés de jeunesse. Bon. Un cadet de ce milieu a, sauf exception, suit une éducation extrêmement choisie et rencontre dans sa jeunesse un certain nombre d'amis, soit dans ses études, soit pour des raisons liées à une sociabilité mondaine. Bon. C'est le cas d'Abel Ferry, qui a beaucoup d'amis. Bon. On voit très très bien un réseau, et un réseau qui était fidèle, et qui, dans certaines circonstances, j'en citerai une précisément tout à l'heure, à propos de la conférence Mollet-Tocqueville, lui a apporté un concours, dont il est difficile naturellement de mesurer l'importance exacte.
Alors, dans ce réseau d'amitié et de jeunesse, il y a d'abord la bande de Janson de Sailly. Abel Ferry a suivi ses études secondaires au lycée Janson de Sailly, qui est alors l'un des grands lycées fréquentés par les héritiers de la haute bourgeoisie républicaine. Bon. Il y a deux lycées. Le 8e arrondissement, la partie occidentale du 8e arrondissement, et le 16e arrondissement, c'est Janson de Sailly. L'autre côté du 8e est le beau 17e, c'est-à-dire en gros le quartier Monceau, c'est le lycée Condorcet, un peu plus loin. C'est donc à cette époque les deux grands lycées fréquentés par la bourgeoisie républicaine, les cadets de l'aristocratie fréquentant, eux, les collèges religieux. Bon. Donc Abel Ferry a fait ses études à Janson de Sailly, et là, il est rentré dans un réseau d'amis fidèles, on parle parfois de la bande de Janson de Sailly, qui est bien connue grâce au souvenir du professeur Robert Debré, qui a appartenu à ce milieu, qui était rentré à Janson de Sailly, et qui avait des relations, enfin sa famille, le rabbin Simon Debré, son père, avait des relations avec Madame Jules Ferry, et Robert Debré a été jusqu'au bout un ami d'Abel Ferry, et donc dans ses souvenirs, l'honneur de vivre, on a des renseignements assez précis qui ont été complétés récemment dans un chapitre très intéressant de la biographie que Patrice Debré, le professeur Patrice Debré, Patrice, je dis bien, l'un des petits-fils de Robert Debré, a écrit sur son grand-père à partir d'autres sources. C'est-à-dire non seulement à partir des papiers et des souvenirs, puisqu'il l'a très bien connu de son grand-père, Robert Debré, mais aussi des papiers, à l'évidence, de son autre arrière-grand-père, Jean-Paul Coulon, dont je dirais un mot à différentes reprises. Donc il y a là un petit groupe important sur lequel Abel Ferry a pu prendre éventuellement appui. Et là, on trouve notamment un autre héritier d'une grande famille républicaine. Il s'agit de Jean-Paul Coulon, qui est mort tardivement en 1963, donc qui est l'autre grand-père de Patrice Debré, avocat parisien, membre un temps du Parti radical, où il a eu l'intention de faire carrière un peu avant-guerre, et puis finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Jean-Paul Coulon était, lorsqu'il fréquentait Janson de Sailly, était le fils de Georges Coulon, le vice-président du Conseil d'État, et le neveu de Camille Pelletan, ministre de la Marine dans le gouvernement Combes. C'est la grande dynastie Pelletan-Coulon, etc. Une autre famille de l'aristocratie républicaine. Alors, quelques-uns des amis fidèles et qui appartiennent souvent à ce milieu de l'élite républicaine n'appartenaient pas à la bande de Janson, ou en tout cas, je n'ai pas pu le vérifier. Bon. Je dois dire à mon grand regret. Mais enfin, il faut parfois le dire. Il n'y a pas que des remerciements dans la vie. Bon. Que le lycée Janson de Sailly n'a pas été très coopératif dans cette affaire. Bon. Donc, je n'ai pas pu faire la vérification, mais on en voit d'autres.
Je citerai un seul cas, celui de Henri Javal. Il s'agit d'une grande famille d'origine à la fois lorraine et alsacienne, qui a fait carrière politique dans le département de l'Yonne. On trouve là ce phénomène de l'ubiquité électorale typique de cette aristocratie républicaine. Et Henri Javal, qui est mort tardivement en 1947, Abel Ferry serait sans doute mort comme Coulon et Javal au milieu du XXe siècle ou au-delà. C'est le fils d'un certain Léopold Javal, qui était sous-préfet de Lunéville, quand lui-même est né à Lunéville. Et je voudrais remercier le maire de Lunéville d'avoir, lui, été extrêmement coopératif et d'avoir fourni toutes les vérifications nécessaires. Donc, Léopold Javal est sous-préfet de Lunéville en 1881. Donc, on a toute raison de penser, compte tenu que le fait que les Javal sont des républicains modérés, un peu de la même tendance politique que Jules Ferry, qu'il était en relation avec Jules Ferry. Je signale qu'il a terminé sa carrière comme préfet et à un moment donné secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Bon. Alors, ces deux points éclaircis, venons-en au corps de cette communication, c'est-à-dire la question des apprentissages politiques ou, si l'on préfère, du parcours de formation. Abel Ferry a reçu une éducation politique, une éducation en général, mais politique plus particulièrement, très soignée, avec le dessein, d'une façon évidente, chez son père et chez sa tante, Madame Eugénie Ferry, de le préparer à une future carrière politique. Ce parcours est un parcours relativement classique chez les jeunes gens de son milieu. Je dis relativement car il y a quelques touches d'originalité que je soulignerai avec force. Ce parcours repose sur la combinaison de 5 choses correspondant grosso modo, je dis bien grosso modo, ne simplifions pas, à des étapes chronologiquement différentes. De solides études, de nombreux voyages, même si on ne peut pas parler tout à fait du grand tour, comme on parlait à propos des cadets de l'aristocratie Whig anglaise à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il y a beaucoup de similitudes entre les cadets de l'aristocratie Whig et les cadets de l'aristocratie républicaine, même si ce n'est pas le même milieu au sens strict du terme, mais de ce point de vue, il y a des ressemblances qui sont frappantes. Et le passage quasi obligé par le barreau, l'apprentissage de la parole publique au sein d'une grande conférence parlementaire, et enfin la fréquentation du monde et des associations politiques. Bon. On peut ajouter, mais dans le cas d'Abel Ferry, c'est marginal, un certain nombre de collaborations dans la presse politique. Vous savez que les deux grands, le grand-père Alain Targé
et l'oncle Jules Ferry avaient été finalement autant des journalistes que des avocats. C'est très frappant. Dans la correspondance avec son père, qui était largement publiée par une Laporte, Alain Targé parle essentiellement à son cher papa, comme il dit, parle essentiellement d'entreprise de presse. C'est sa grande préoccupation. Bon, chez Abel Ferry, c'est marginal. J'ai appris assez tardivement qu'il avait donné dans sa jeunesse des articles au quotidien Le Siècle, qui est alors un quotidien non pas confidentiel, enfin, c'est pas un journal extrêmement diffusé, qui se situe politiquement un peu à la charnière du monde républicain modéré et du monde radical, avec un certain nombre d'évolutions, mais enfin un journal qui était très en flèche au moment de l'affaire Dreyfus. Dreyfusard, bien entendu. Alors, reprenons, si vous voulez bien, ces différents points. Et comme j'ai un peu de temps, cher David, je pourrais développer. De solides études. Alors, des études secondaires au lycée Janson de Sailly, qui ont été de bonnes études, pas excessivement brillantes. Bon. Mais de solides études avec manifestement, dans les dernières années, une progression dans les résultats dont son père, très attentif sur ce point, se félicite. Bon. La correspondance entre le père et le fils, qui est malheureusement un peu dispersée dans les archives d'Épinal, est une correspondance très intéressante sur tous les points, y compris sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'on voit la force de la relation filiale. Alors, ce qu'il y a de capital dans cette affaire, dans le cas d'Abel Ferry, comme dans le cas des autres de la bande de Janson, y compris Robert Debré, qui bifurquera ensuite vers des études médicales, ce qui est capital, c'est la dominante littéraire, je dis bien, au sens fort du terme, qui est due largement, si l'on en croit du moins Robert Debré, à l'influence du professeur de philosophie Gustave Belot, qui a fait une longue carrière, il l'a terminée comme inspecteur général, qui était un Dreyfusard convaincu, assez marqué à gauche, d'ailleurs, c'est le milieu de la Ligue des droits de l'homme naissante, et qui a convaincu ses élèves de s'orienter vers des études littéraires, hein, y compris ensuite ceux comme Coulon, qui ont fait une brillante carrière d'avocat, contrairement à Abel Ferry, mais qui mènent parallèlement des études littéraires. Il est licencié ès-lettres, et de même, Robert Debré s'engage d'abord dans la voie d'études littéraires. Alors, ce qui conduit Abel Ferry à s'inscrire parallèlement à la faculté de droit. C'est couronné par la licence en droit en 1902. Vous savez, préparer une licence en droit à cette époque, c'est pas la mer à boire. On suit distraitement quelques cours et puis point. On peut s'occuper ailleurs et on s'occupe à la Sorbonne, ce qui pour de jeunes étudiants Dreyfusards est infiniment plus intéressant. Alors, cela débouche sur une licence d'histoire. Abel Ferry est licencié d'histoire,
mais aussi sur un diplôme d'études supérieures d'histoire en 1904 sur un sujet extrêmement pointu. Bon, il s'agit vraiment d'une histoire, j'allais dire moderne, hein, c'est-à-dire c'est l'époque moderne, mais c'est moderne aussi, nous sommes quand même en 1904, comme problématique, comme on dit aujourd'hui, mais là, le terme problématique est utilisé au sens étroit du terme, c'est-à-dire pas comme équivalent de problème, comme on fait aujourd'hui. Il s'agit des relations commerciales franco-espagnoles à l'époque du gouvernement de Colbert. Si ce n'est pas pointu, ça, je ne sais pas ce qu'est un sujet pointu. Et on sait qu'il avait au moins l'intention, mais je n'en sais pas davantage, j'espère pouvoir obtenir des précisions sur ce point, et qu'il avait songé à entreprendre une thèse de doctorat en histoire. Comment le sait-on ? On le sait grâce aux archives de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, que j'évoquerai tout à l'heure, parce qu'il s'excuse auprès du bâtonnier du barreau de Paris de ses absences fréquentes dans les travaux exigés d'un avocat stagiaire. Il s'excuse en disant d'abord qu'il faut qu'il aille dans les Vosges pour des raisons politiques, donc ça lui prend du temps, et qu'ensuite il faut qu'il travaille à sa thèse d'histoire. Donc, le volet littéraire est ici tout à fait important, et je crois que c'est l'une des touches d'originalité dont je parlais tout à l'heure, car en règle générale, il s'agit de la prépondérance de la formation de type juridique. Ensuite, les voyages. Alors, ces voyages sont nombreux. Pendant la période de formation proprement dite, à l'époque des études secondaires, puis des longues études supérieures, puis après, y compris dans les années qui ont suivi l'entrée au Palais Bourbon. Essentiellement en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, à Brighton à plusieurs reprises, et en Allemagne, dans un certain nombre de villes universitaires, notamment en particulier à Heidelberg. Alors je ne sais pas si Abel Ferry parlait bien anglais et parlait bien allemand, mais il connaît bien ces deux pays, en particulier il connaît bien l'Allemagne. Je parlerai tout à l'heure, dans l'autre communication, de la question de l'Allemagne dans sa vision politique. Et ensuite, il fait, à la fin de l'hiver 1911 et 1912, un grand voyage au Maroc, très intéressé par les affaires marocaines. Ça, ce n'est pas un élément d'originalité. Tous les jeunes gens de l'élite, qu'elle soit républicaine ou pas républicaine, de cette génération, sont vraiment fascinés par le Maroc. C'est une véritable fascination. Bon. Donc, un grand voyage un peu mouvementé, en compagnie de Robert Debré, qui a relaté ce voyage dans ses souvenirs, l'honneur de vivre avec, notons au passage, une rencontre avec El Glaoui, le puissant pacha de Marrakech, qui se tâte un peu à cette époque pour savoir s'il faut ou s'il ne faut pas jouer à fond la carte française. Bon. Le passage par le barreau. Alors ça, c'est compliqué.
Et je suis parvenu, je crois, grâce à l'obligeance d'Yves Ozanam, l'archiviste de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui est, Dieu merci, un très vieil ami, je suis parvenu à résoudre ce qui me paraissait un peu une énigme. Alors, vous savez que parmi les ancêtres d'Abel Ferry, il y avait beaucoup d'avocats. Jules Ferry et Alain Targé avaient été l'oncle Ferry, mais aussi son père, Charles, qui était avocat un certain temps, donc avait été avocat. Peut-être dans le cas d'Alain Targé, davantage journaliste qu'avocat. Bon, enfin, ça, et c'est une autre question. Et beaucoup de ses amis, en particulier Coulon et Javal, étaient des avocats et ont fait de brillantes carrières d'avocats, même si l'un d'entre eux a terminé dans la magistrature, ce qui était assez courant à cette époque. Alors, dans le cas d'Abel Ferry, c'est plus compliqué. Tout indique que la motivation principale d'Abel Ferry a été de pouvoir disposer du titre d'avocat, de pouvoir faire figurer, notamment sur le plan politique, sa qualité d'avocat sans être réellement avocat. Je rappelle, car c'est peu connu, que jusqu'à un certain nombre de réformes intervenues juste après la guerre de 14, pour se prévaloir de la qualité d'avocat, il suffit d'avoir prêté serment à un moment donné. Il n'y a pas comme condition requise d'être inscrit régulièrement à un barreau. On peut très bien mettre avocat sans être encore inscrit à un barreau. À l'époque. Bon, après, c'est plus possible. Après ces réformes qui ont été initiées grâce aux premières grandes associations d'avocats qui apparaissent à cette époque et qui veulent protéger le titre d'avocat. Bon. Alors, Abel Ferry est admis au stage en 1903 au barreau de Paris. Il n'est pas très assidu aux travaux de la conférence du sage, c'est-à-dire aux travaux qu'un staffière est en principe obligé de suivre. D'où de nombreuses lettres d'excuses au bâtonnier. Je ne peux pas parce que je suis dans les Vosges, parce que il faut que je travaille à ma thèse de doctorat. Bon. Le bâtonnier est-il convaincu ou pas convaincu? En tout cas, il est tolérant. Les choses, il est tolérant peut-être parce qu'il s'agit d'Abel Ferry. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Finalement, le 11 novembre 1908, il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Et puis, aux surprises, je crois que c'est peut-être un cas quasiment unique. Bon. Le 22 décembre 1908, c'est-à-dire un mois et demi après, il donne sa démission. Ça y est, je suis avocat. Bon, au revoir. Le barreau de Paris. À ma connaissance, nous avons fait, avec l'aide de David Valence, et l'obligeance du bâtonnier du barreau d'Épinal, que je tiens à remercier ici, comme j'ai remercié tout à l'heure le maire de Lunéville, et comme je ne remercie pas les autorités du lycée Jean Chanteil de Paris, il ne s'est pas inscrit
Hein, c'est l'hypothèse que j'avais formulée d'abord. Hein. Il ne s'est pas inscrit à un barreau local, ni Saint-Dié, puisqu'il y avait un barreau à Saint-Dié, et ni à Épinal. C'était une pratique relativement courante. Hein. C'est ce qu'a fait Pierre Mendès France, par exemple. Quelques années plus tard, hein, quand il a décidé de s'installer pour faire une carrière politique dans l'Eure, et ben, il a quitté le barreau de Paris pour s'inscrire au micro-barreau de Louviers, hein, pour bien montrer qu'il avait un renseignement local. Bon, ça aurait pu être le cas, ça n'a pas été le cas. Donc, les liens avec le barreau, bon, qui avait été quand même fort hein, dans le cas de Jules Ferry, qui avait été secrétaire de la conférence du stage, qui appartenait à cette élite restreinte des avocats du barreau de Paris. Là, Abel Ferry n'est pas rentré hein, dans le modèle familial. La conférence Mollet-Tocqueville. Alors, les conférences parlementaires sont des lieux d'apprentissage à la parole publique. J'essaye d'être bref sur un sujet à propos duquel j'ai écrit une masse de choses un peu dispersées, enfin une masse importante, des choses à tel point que certains croient que c'est chez moi une véritable marotte. Je suis d'ailleurs président d'honneur de la conférence Mollet-Tocqueville ressuscitée, j'en sais trop rien d'ailleurs, enfin, officiellement, elle est ressuscitée. Donc la conférence Mollet-Tocqueville est la plus prestigieuse de ces conférences. Donc ces lieux d'apprentissage à la parole publique ont, hein, brièvement, comme caractéristique que cet usage de la parole publique se fait dans les règles d'une délibération de type parlementaire. Donc, on joue au Parlement, bon, avec tout le folklore, éventuellement les interruptions, les rappels à l'ordre, tout. Bon. Si bien que quand on rentre au Palais Bourbon, hein, on sait comment ça fonctionne. Bon. Alors, Abel Ferry, là, était fidèle à la tradition familiale. Bon. Alain Targé, Jules Ferry, Charles Ferry avaient été membres soit de la conférence Mollet-Tocqueville, soit de la conférence Mollet, ancêtre, enfin l'une des ancêtres de la conférence Mollet-Tocqueville, née seulement en 1876. Hein. Jules Ferry avait même été, en 1856, président de la conférence Mollet. Alors, Abel Ferry rentre très jeune, en décembre 1903, à la conférence. Il est patronné par deux amis, deux héritiers. C'est important. Hein? Bon. Henri Javal bon. Et Jean Bardou. Jean Bardou est le frère cadet de Jacques Bardou et un fidèle ami apparemment, si on regarde et les archives, un fidèle ami d'Abel Ferry, même s'il est marqué nettement plus à droite. Les Bardou, c'est vraiment l'aile la plus libérale, conservatrice du milieu républicain. On n'est pas dans le radicalisme. Alors là, il s'inscrit à un groupe, car il y a des groupes à la conférence Mollet-Tocqueville. Hein, on joue au Parlement et on joue dans les règles. Bon. Donc, il y a un groupe. Le groupe, c'est la gauche démocratique, qui est apparue dans les années 90, qui est piloté par les frères Henri et Robert de Jouvenel, et Abel Ferry ayant des liens particuliers, pour des raisons de génération, parce que c'est le plus jeune des frères Jouvenel, a des liens particuliers avec Robert de Jouvenel, l'auteur de la fameuse République des camarades, qui intéresse aujourd'hui tant de nos collègues étrangers qui trouvent ça génial. Bon. Alors, autant il est peu assidu à la conférence du stage du barreau de Paris, autant il est très assidu
à la conférence Moretti-Cotille. Il appartient à des commissions, au groupe de la gauche démocratique, où il retrouve les amis Henri Javal et Jean-Paul Coulon, et il est même secrétaire dans le bureau élu en 1906. Alors c'est important d'abord parce que ça complète sa formation et que la pratique des techniques de la délibération parlementaire, que ça élargit son cercle de relations, et puis ça donne une indication précise sur son positionnement politique. Et ça me fait la transition avec le 5e point sur lequel je serai peut-être un peu plus rapide. Pourquoi ? Parce que la gauche démocratique, ce n'est pas l'émanation au sens strict du terme du parti radical. Aucun lien formel avec le parti. Alors, le terme gauche démocratique est le terme qui correspond au groupe constitué au Sénat, qui comprend à cette époque des radicaux. Enfin, une grande partie de gens qui ne sont pas des radicaux affiliés aux organisations de la rue de Valois, mais il règne dans cette gauche démocratique un esprit qui est quand même assez différent de celui qui prévaut au parti radical. D'abord, il y a un petit côté, il faut bien dire, élitiste. On est là dans du beau monde. Bon, c'est pas la petite bourgeoisie qui peuple les comités exécutifs du parti radical, même si certains, comme Robert de Jouvenel pendant un certain temps, appartiennent au comité exécutif du parti radical. Et puis il s'agit d'un radicalisme très non conformiste qui se démarque sur un certain nombre de sujets. Je vais en dire un mot tout de suite. Et finalement, un radicalisme assez indépendant, c'est-à-dire la présence dans les associations politiques. Elles sont peu nombreuses. Bon. Je dis Abel Ferry, de ce point de vue-là, n'est pas représentatif d'un certain nombre de tendances de la nouvelle génération politique, celle qui prend conscience de la future, soyons prudents, de la future importance des organisations politiques dans le fonctionnement de la vie publique. Bon. Il n'y a pas trace, par exemple, de passage dans un groupe d'étudiants républicains qui sont pourtant très actives dans cette génération d'étudiants Dreyfusards. Je n'ai pas trouvé trace, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas présence, au moins discrète. Bon. Alors, on sait qu'Abel Ferry a été membre du Parti radical. Bon. Et qu'il a participé au Congrès et à l'instance, non pas dirigeante, mais à cette instance très large qu'était le comité exécutif de l'organisation de la rue de Valois. Rue de Valois à cette époque, et non pas place de Valois. Bon. Alors, je passe rapidement parce qu'Olivier Verdier, qui a beaucoup creusé cette question, notamment sous l'angle lorrain, en parlera tout à l'heure. Bon. Mais enfin, il y a comme une distance entre Abel Ferry et ce parti. Bon. Alors, cela se vérifie de deux façons.
D'abord, sur un certain nombre de sujets, il prend des positions qui ne soient pas les positions officielles du parti. En particulier, dans le texte écrit, je donnerai toutes les précisions, car on a des précisions importantes. Il a été un partisan convaincu de la représentation proportionnelle. Convaincu. Très engagé sur le plan parlementaire et sur le plan extra-parlementaire. Or, cette position, au fil des années, est largement rejetée par les radicaux, qui font échouer, d'ailleurs, les différentes tentatives de réforme, avec la complicité de certains, et, je dirais, le soutien mou, tellement mou que ça n'en est plus un soutien, de Raymond Poincaré à un moment décisif du débat, dont les étapes sont maintenant bien connues. Il y a une excellente thèse de droit, de sciences politiques récentes sur le sujet. Donc il se démarque très clairement. Bon, et à mon avis, c'est assez mal vu. Bon. Car certains considèrent, comme Clémenceau ou Combes, que la représentation proportionnelle, c'est une atteinte au suffrage universel, principe même du suffrage universel, et au dogme de la souveraineté populaire, que c'est une hérésie épouvantable. En second lieu, Abel Ferry a sans doute rompu, à la veille de la guerre de 14, avec la rue de Valois. Alors, ce n'est pas tout à fait clair. Bon. Et ce qui se passe à l'échelon local, Olivier Verguet en parlera, est peut-être différent à l'échelon national. Alors, reprenons. Abel Ferry est élu, il est alors membre du Parti radical, député à une élection partielle en 1909. Il s'inscrit au groupe de la gauche radicale, et non pas à la gauche radicale socialiste, où sont inscrits le gros des élus valoisiens. La gauche radicale étant un groupe charnière où l'on retrouve des radicaux, d'appellation contrôlée, si j'ose dire, et des non-radicaux, quelques-uns comme Caillot étant en route vers l'armée radicale, d'autres comme Barthou, grand ennemi du précédent, étant au contraire de plus en plus hostile aux radicaux. Il s'y inscrit de nouveau en 1910. Et, ce qui est plus important, après sa réélection en 1914. Or, au lendemain du congrès de Pau, à la fin de l'automne 1913, où Caillot avait été élu président du Parti radical, il avait été décidé de mettre un peu d'ordre dans l'armée disparate de la rue de Valois. Grand travail. Et pour cette entreprise difficile, pour laquelle Caillot d'ailleurs n'a pas réellement participé parce qu'il n'avait pas très bien compris de quoi il s'agissait. Et le principe avait été posé que les élus radicaux devaient tous s'inscrire à un groupe unifié, constitué en janvier 1914, c'est-à-dire avant même les élections. Donc, les Valoisiens inscrits au groupe de la gauche radicale étaient invités à quitter leur groupe mixte, hybride, pour s'inscrire à ce groupe orthodoxe. Ça n'a pas été le cas de Jules Ferry, d'Abel Ferry, comme d'ailleurs deux autres députés des Vosges,
en particulier Constant Verlot, mais dont les relations avec le Parti radical avaient toujours été beaucoup plus difficiles bon, que celles d'Abel Ferry. Bon. Et en 1914, Abel Ferry, réélu, se réinscrit à la gauche radicale, où en principe, il n'y a plus d'élus. Je dis bien en principe, parce que il y a la doctrine et puis il y a la pratique. Bon, surtout chez les radicaux. Bon. Donc, il reste un élément d'incertitude. Bon, pour ma part, je crois que Abel Ferry n'est plus radical socialiste en 1914. Voilà. C'est donc un parcours classique avec quelques lacunes. Hein. Il n'y a pas de passage, notamment au sein d'un cabinet ministériel, qui tente de devenir un peu la coutume à cette époque. Enfin, bon, voilà. Allez. Merci beaucoup, Gilles. Je crois qu'on peut vous applaudir. Pour ceux qui ne vous connaissaient pas, vous avez donné une juste mesure de ce qui est quand même un de vos talents les plus remarquables et reconnus, qui est de faire avec un prétexte biographique, un exercice de sociologie politique extrêmement profond, puisque en même temps que vous nous parliez d'Abel Ferry, on avait la société républicaine d'avant 1914 qui se dessinait à travers les différents points d'éclairage que vous avez donnés. Honnêtement, je vous ai souvent entendu, mais c'était un des moments les plus remarquables dans les interventions que j'ai eu à faire. Je vous remercie d'avoir préparé ce petit chef-d'œuvre pour nous. Et je gage qu'à l'écrit, on retrouvera toutes ces strates et cette complexité. On a un moment donc de débat avec la salle. Je donne tout de suite la parole à Isor Pisani-Ferry qui va l'animer si vous en êtes bien d'accord. Donc sentez-vous très libre de poser des questions. Ne vous laissez pas impressionner par l'érudition de Gilles. On a un micro pour la salle. Je pense qu'il faut. Oui. Oui, merci pour toutes ces précisions. Je voulais que vous reveniez sur l'Allemagne et l'expérience allemande. Vous avez dit que vous y reviendrez pour l'aspect politique. Mais est-ce qu'on a des textes de jeunesse? Est-ce qu'on a des impressions à la fois sur la langue allemande, vous avez évoqué ces questions, et sur l'Allemagne elle-même, sur le séjour sur Heidelberg? Qu'est-ce qu'on sait finalement de ces premières impressions de l'Allemagne, qui est évidemment un sujet décisif pour la suite? Qu'est-ce que vous avez pu trouver de tangible à la fois sur le plan purement émotionnel, sensible, et aussi peut-être sur des positions plus analytiques? Non, pas vraiment. Hein. Alors, je citerai dans l'autre communication, mais je peux dire tout de suite un texte intéressant à l'origine. Hein, c'est le discours prononcé aux obsèques de son père. Hein, et où l'insistance sur le retour de l'Alsace-Lorraine à la France un jour est quand même accompagné de remarques brèves, mais je crois quand même révélatrices, qui marquent le refus d'une germanophobie, d'une hostilité systématique à l'Allemagne en elle-même. Hein, c'est-à-dire, de ce point de vue-là, la position d'Abel Ferry est une position nuancée. Alors, je ne sais pas exactement quelles ont été les impressions d'Abel Ferry dans ces différents séjours en Allemagne, notamment l'un des derniers à Heidelberg. J'ai pas perçu, hein, mais j'ai peut-être pas été assez attentif parce que c'est pas ce que je cherchais. Hein. J'ai pas perçu une attitude de rejet. D'ailleurs, c'est souvent le cas, hein, y
compris chez des jeunes gens qui sont à la frontière du nationalisme, ce qui n'est pas le cas d'Abel Ferry. Hein. Il n'y a pas nécessairement un mépris, une hostilité à l'Allemagne en elle-même. En tout cas, moi, je n'ai pas perçu de signe, hein, mais c'est une impression un peu superficielle. Hein. Là, je vous décevrai. Deuxième question. Oui, merci tout d'abord pour tous ces éléments, cette présentation nécessairement distanciée. Je voulais vous poser une question sur l'affaire Dreyfus, puisqu'au fond, toute la période de l'adolescence d'Abel Ferry, c'est la période dans laquelle se développe l'affaire Dreyfus. C'est quelque chose de marquant pour ce groupe. Vous y avez fait allusion, mais vous avez peu développé sur l'implication d'Abel Ferry, de son groupe d'amis, sur ce que ça marque pour une génération dans ses années de formation. Alors, il y a beaucoup de renseignements. Merci sur cette question que je n'ai pas voulu développer. Bon. Et d'ailleurs que je n'ai pas autrement creusé. Il y a beaucoup de renseignements dans les mémoires de Robert Debré. Donc ces jeunes gens sont clairement Dreyfusards. Très, très clairement. Hein, très marqués par leur professeur de philosophie, hein, dont j'ai dit un mot, et dont la personnalité est sans doute une personnalité extrêmement intéressante, qui était mêlée aussi, qui a enseigné à l'école naissante des hautes études sociales, qui est une création dreyfusarde, hein, intellectuelle dreyfusarde, hein, bon, où est née la première école de journalisme, avec cette idée que l'anti-dreyfusisme compulsif d'une partie de la grande presse était le fruit de la faiblesse de la formation des journalistes. Là, on est vraiment dans un milieu dreyfusard. Bon. Alors, il y a le problème que je n'ai pas creusé, que la position du père est sans doute une position plus nuancée. Bon. Puisque Charles Ferry, comme vous le savez, lié à cette époque à Méline. Hein. Et il est resté lié pendant plusieurs années, même si on voit bien que dans la correspondance entre le père et le fils, au fil des années, le lien entre Charles Ferry et Jules Méline est un lien qui est en train de se distendre, peut-être d'ailleurs sous l'influence du jeune Abel. Bon. Mais on ne peut pas dire que Charles Ferry soit anti-Dreyfusard. Hein. C'est comme beaucoup de modérés qui sont dans l'opposition à Valdez-Crousseau. Bon. On sait d'ailleurs que Charles Ferry, comme un certain nombre d'opposants modérés, républicains modérés à Valdez-Crousseau à partir de 1900, on sait que Charles Ferry a hésité lors de la formation du gouvernement Waldeck à apporter son soutien, à voter pour le gouvernement Valdez-Crousseau, ce qu'ont fait une poignée de républicains modérés qui ont été ensuite de fermes opposants. Bon, comme Ménard, le député de Lyon. Bon. Ce qui a marqué la rupture entre Charles Ferry et le gouvernement Valdez-Crousseau, comme un certain nombre de républicains modérés qui étaient hésitants, des gens, disons, de l'extrême centre. Bon. C'est la loi sur les associations, bon, avec les dispositions ouvertement discriminatoires à l'égard des congrégations qui, vous le savez, ne correspondaient pas, d'ailleurs, tout à fait au souhait profond de Valdez-Crousseau, qui a été débordé par
par la composante radicale de sa majorité, qui était devenue la composante essentielle. Bon. Donc il y a un petit décalage entre le père et le fils, même si j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas dire que Charles Ferry était anti-Dreyfusard. Bon. Mais chez Abel Ferry, c'est capital, hein, et ça explique largement pourquoi il choisit le parti radical, hein, par-delà tout le contentieux entre la famille Ferry et Jules Ferry et le radicalisme, les radicaux n'ayant pas ménagé, comme vous le savez, le Tonkinois, l'ayant même traîné dans la boue. Donc, effectivement, c'est capital. Bon, alors, il n'y a pas apparemment, j'ai rien trouvé chez Abel Ferry, cette espèce de prolongement post-Dreyfusard que l'on trouve chez Robert Debré, qui a été mêlé, comme vous le savez, de près aux entreprises de Péguy, hein, qui était un péguiste convaincu, très très convaincu. Donc, je n'ai pas trouvé trace de ce prolongement, peut-être pour des raisons d'incompatibilité. Voilà, je ne peux pas en dire davantage. Ce que moi j'entends aussi dans la question de Jean Pisani-Ferry, c'est le fait que finalement l'itinéraire politique d'Abel Ferry, c'est un itinéraire qui permet de lire une superposition de strates temporelles. C'est-à-dire que le dreyfusisme, c'est le monde d'après, même si on n'en est plus aujourd'hui à partager cette vision de l'affaire Dreyfus comme un grand moment de refondation mythologique d'une Troisième République complètement différente de ce qui avait précédé. Mais enfin, pour l'essentiel quand même, pour les formations de générations de responsables de la Troisième République, ça a été un moment malgré tout fondateur et qui a impulsé une couleur différente. Et en même temps, donc il se retrouve, comme vous le disiez Gilles, quelque chose de son dreyfusisme dans son adhésion au Parti radical, et en même temps, peut-être dans une vision aussi de certains sujets, et en même temps, il est sociologiquement, familialement attaché à une vision des institutions républicaines qui est un peu, qui a un regard sur les institutions religieuses, par exemple, ou sur l'armée, un peu différent de celui des Dreyfusards auquel, par conviction, il se sent attaché. Donc il y a une superposition, je ne vais pas refaire du Koselleck sur les strates temporelles et le futur passé, mais il y a une superposition en lui de deux temps, hein. Il est familialement, affectivement lié au premier temps de la Troisième République et à cette nécessité, ce pari que font les opportunistes comme Jules Ferry, opportuniste, c'est le nom qu'on donne, hein, je précise, hein, de s'appuyer sur les masses paysannes et sur une sociologie plus classique et plus provinciale que le pari qui avait été celui des républicains d'autres eaux. Et en même temps, il est donc de respecter du coup un peu plus l'Église et l'armée, de ne pas les bousculer tout de suite. Et en même temps, il est Dreyfusard, donc un peu tenté par une autre facette de la République, plus radicale, effectivement, et sur l'armée et sur l'Église. Si je peux prolonger, pour être un peu brutal dans la question, est-ce que la grande sévérité à l'égard de l'institution militaire, en tout cas du haut commandement, qui se manifeste ensuite dans l'attitude d'Abel Ferry dans ses carnets, est-ce qu'elle trouve peut-être racine dans le divorce avec l'institution qui a été celui occasionné par l'affaire Dreyfus dans une génération? Est-ce que c'est de la spéculation? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de l'attester? Là, je ne peux pas vous répondre sur ce point. C'est une question que je ne me suis pas posée. Bon, parce que j'avais beaucoup de questions. Non, j'ajouterais quelque chose sur toute cette jeunesse Dreyfusard. Enfin, les cousins Laporte sont également très Dreyfusards, hein. Alors,
Abel Ferry est lié surtout à Charles de Laporte. Et on ignore quels ont été les engagements politiques de Charles de Laporte. Bon. On connaît en revanche les engagements de deux autres de ses cousins, des autres donc, petits-fils d'Alain Targé, Henri et René. Hein. Alors, Henri de Laporte a été, au moment de l'affaire Dreyfus, par réaction, allé jusqu'à s'inscrire aux étudiants collectivistes, hein, et qui étaient très Dreyfusards, hein, qui étaient au sein de la nébuleuse socialiste sur la ligne de Jaurès, par opposition à celle de Gued, et ça a amené Henri de Laporte jusqu'au Parti socialiste, hein, puisqu'il était élu député socialiste, et son frère cadet, René de Laporte, a même été un des dirigeants, après, de la Fédération des étudiants socialistes. Bon, il est intéressant de noter qu'ils ont rompu l'un et l'autre pendant la guerre de 14, à la fin de la guerre de 14, avec le Parti socialiste, quand le Parti socialiste a pris ses distances par rapport à l'Union sacrée. Donc là, le patriotisme a fini par prévaloir sur l'ultra-dreyfusisme qui avait mené jusqu'au socialisme. C'est un peu un élément de réponse. Mais je ne peux pas répondre sur l'institution. C'est une question que je ne me suis pas posée. D'autres questions? On va prendre une courte pause et on reprendra à 10h45 avec l'intervention de Olivier Verdier.